Donc, la parole est à qui veut bien la prendre. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à une autre personne ou alors, voilà. Jeanne, est-ce que tu as une question éventuellement pour Henri ou pour l'expert en question de sécurité sociale? Donc, bref, la parole est à qui veut la prendre. Mais seulement quand une personne a la parole, les autres coupent leur micro. Merci. Okay. Merci, docteur. C'est vrai que j'avais quelques problèmes de connexion, mais les deux présentations que j'ai très bien suivies, c'est celle de Monsieur Jean-Gaël Onambele et de Henri Begin. J'espère que j'ai bien prononcé. Pour Monsieur Onambele, au niveau de l'autonomisation de la personne handicapée, vous avez parlé des écoles spécialisées et puis de formation ou bien d'information. Au niveau là, je n'ai pas très bien saisi. Je continue ou bien? Oui, je crois qu'il faut continuer parce que là, il me semble que sa connexion s'est mise en pause. Donc, Okay. Si tu as des questions pour Henri, on va d'abord aller sur les questions de Henri et revenir sur M. Onambele. D'accord. Pour Henri, je n'ai vraiment pas vraiment de questions, mais c'est juste que sa présentation, parce que les enfants autistes, vraiment, la plupart, la majorité ont vraiment des problèmes d'attention avec ou sans hyperactivité. Par exemple, mon fils, il a ce problème-là avec hyperactivité. Donc, tout ce que vous avez dit là, pour moi, c'était tellement important. Je prenais des notes, surtout pour certains sites que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais, et que je vais aller là-bas et peut-être partager ça plus tard avec les autres parents. C'était vraiment intéressant pour nous. Mais où j'ai eu comme un petit manque, c'est au niveau de l'aménagement de la salle d'études. Parce que je me disais que, ok, enfin, je vais peut-être avoir plus d'informations parce que ça va également aider pour les enfants autistes. On a souvent plein d'établissements spécialisés, même inclusifs, mais l'aménagement de la salle n'est pas approprié pour ces enfants à besoins spécifiques. Donc, j'aurais vraiment aimé avoir plus d'informations par rapport à ça, ou alors ça sera pour une autre prochaine fois. Bon, c'est là. Merci beaucoup. Ah non, Henri est là, donc il peut déjà répondre là sur place. On ne sait pas de quoi demain est fait, autant mieux le saisir pendant qu'il est disponible. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier pour sa générosité à venir communiquer pour une cause qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, merci beaucoup. Donc, merci, Henri. Pour ce qui est de l'aménagement de la classe, c'est toujours de la bonne volonté de l'enseignant et des moyens. Donc, c'est compliqué de trouver une réponse qui soit absolue et d'autant plus que va y avoir parfois des confrontations. Par exemple, pour des enfants qui vont avoir de la dyslexie, on va préconiser de mettre justement d'afficher les différentes lettres, d'afficher des frises numériques, etc. Et pour des enfants qui ont des troubles déficit de l'attention, on va plutôt préconiser de ne pas le faire et de simplifier. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, je ne peux pas donner vraiment de réponse à cette question. C'est au cas par cas, mais je trouve toujours que la meilleure solution, c'est de simplifier et d'utiliser uniquement ce qu'on a besoin et que l'enseignant aussi se mette dans cette posture. En France, on a vraiment énormément de choses dans les salles de classe. C'est très, très chargé. Et sinon, une adaptation aussi qu'on peut faire, c'est en dehors de la salle de classe. Ça nous arrive souvent, moi, par exemple, quand un enfant, je vois que à ce moment-là, il n'a pas d'attention, d'aller dans une petite salle à part. Et ça, c'est une solution aussi qui peut être mise en place, c'est-à-dire des salles soit de décharge, soit des salles dans lesquelles l'enfant va pouvoir mieux se concentrer. Que ce soit la salle des enseignants, parce qu'a priori, quand il y a cours, les enseignants ne font pas la pause, que ce soit le dortoir, il y a des solutions qui peuvent exister, mais qui sont au cas par cas. Et éventuellement, je voulais rajouter, si possible, en salle, en fait, l'AESH, il ne remplace pas l'enseignant. Il y a l'enseignant qui fait son boulot de maître ou de professeur. Et l'AESH, il est vraiment à côté de l'enfant qui a été notifié. Et de fait, par exemple, pour un enfant hyperactif, ce contrat dont Henri a parlé certainement dans son allocution, c'est important que l'enfant, quand il a la possibilité de comprendre quand même les instructions, qu'il sache que si je peux tenir 5 minutes
alors j'aurai une récompense ou comme ils ont de temps en temps des intérêts restreints. Qu'est-ce que l'élève aime? Est-ce qu'il aime jouer au foot? Est-ce qu'il aime de la musique? On essaye de repérer ce qui plaît à l'élève et pour le coup, lui proposer cela comme récompense si jamais il arrive à tenir 10-15 minutes du moins le temps qu'on souhaiterait pour qu'il puisse assimiler telle ou telle notion. Donc, à ce moment-là, ça devient un contrat entre l'élève et son accompagnant. Et de fait, bien évidemment, l'accompagnant doit respecter aussi ce contrat-là. Donc, quand l'élève est arrivé au bout, peut-être il peut avoir des points, on dit OK, ou des bâtons, on met des bâtons comme ça, ou des cœurs, n'importe quoi qui puisse être attrayant quand même. Quand il a atteint peut-être un quota de 3 cœurs ou bien de 3 pouces, on lui dit OK, tu as le droit d'aller écouter de la musique ou tu as le droit d'aller faire quelques paniers de basket ou tu as le droit de te reposer parce que tu as tenu pendant le temps qui t'était imparti. Ou quand il est déjà en surcharge, il faut aussi être en observation tel que Henri le disait, mais surtout pas céder chaque fois. Parce que quoi qu'on dise, un élève reste un élève, qu'il soit adolescent, enfant ou que sais-je, parce que l'accompagnement peut aller même jusqu'à l'université. Il y a des AESH même jusqu'à l'université. Et surtout comprendre aussi le niveau de développement d'un enfant ordinaire pour ne pas se dire finalement que tout ce qu'il va faire, peut-être si c'est un adolescent, il va faire sa crise d'adolescence comme tout enfant, même si à côté, il y a son trouble qui est associé. Donc, en fonction de cela, il faut repérer quelles sont les exagérations, les petites manipulations que l'enfant peut vouloir mettre à côté pour que le parent cède ou l'accompagnant cède tout le temps à ses caprices aussi. Et faire la part de ce c'est important d'avoir des contrats et de pouvoir renforcer, donc féliciter. Monsieur Nambele, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Donc, de pouvoir chaque fois renforcer quand l'élève a un bon comportement en lui disant là, c'est bien, il faut continuer comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est juste le petit point que je voulais rajouter. Les temps de pause sur contrat, expliquer bien à l'enfant, ne pas y aller avec brutalité parce que en même temps, dans notre contexte, c'est pas toujours évident d'écouter ce qu'un enfant même ordinaire voudrait dire. Donc, en plus, un enfant avec des particularités, il n'est pas forcément très écouté. Et là, c'est important de lui expliquer en reformulant aussi, parce que des fois, ils ne comprennent pas certains termes, vu qu'ils sont un peu souvent en situation d'échec. Expliquer, reformuler et essayer de savoir quelle est sa vision de ce qu'on est en train de lui dire. Son point de vue est aussi à requérir pour pas qu'il bute, en fait, qu'il refuse finalement de continuer à faire des efforts parce qu'il se sent oppressé, opprimé et pas compris du tout. Donc, il faut écouter aussi avant de faire des aménagements et voir ce qui, avec le temps, va cadrer avec ce qu'il faut pour lui. Donc, il y a M. Nambele qui est revenu. Si tu veux, tu peux reposer ta question. Et d'ailleurs, je vais mettre ta question aussi sur YouTube parce qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et M. Nambele, après, pourra répondre aussi sur YouTube pour éclairer les personnes qui nous suivent de ce côté-là. D'accord, merci beaucoup, Dr Rose. Pour M. Nambele, je voudrais juste, s'il pouvait un peu nous en dire plus sur l'autonomisation de la personne handicapée, parce qu'il a parlé des écoles spécialisées et je ne sais pas si c'était formation et information. J'aimerais un peu avoir plus d'informations par rapport à ce volet-là. Merci. Tu peux allumer ton micro parce que là, il n'est pas allumé. Voilà, merci. L'autonomisation, comme j'ai dit, c'est rendre l'enfant adaptable à ce qu'il voudrait faire. Il n'y a pas un choix pour lui. On ne va pas l'obliger à faire quelque chose. On va juste voir comment il va s'acclimater à telle ou telle chose. Il y a des petits métiers. Ici au Cameroun, il y a des petits métiers. Par exemple, on a eu à faire face à la petite Sarah dernièrement au niveau de la rencontre avec les parents et les enfants atteints de trisomie. Elle faisait des petits bracelets. Ce sont des petits bracelets, c'est très décoratif et puis c'est très présentable qu'elle vendait. Et quand elle vendait, elle recevait de l'argent en retour. Et puis cet argent, ce n'est pas pour qu'elle puisse faire quelque chose de grandiose.
c'est juste pour qu'elle soit occupée. Et il peut arriver que l'argent qu'elle va recevoir puisse l'aider pour ses soins. Parce que on dit bien, il peut y avoir la maladie rare, mais il peut aussi avoir la maladie ordinaire. Donc, s'il arrive que l'enfant atteint de trisomie est aussi touché par le paludisme, on peut lui trouver des médicaments pour ce paludisme-là. Et c'est cette adaptabilité qu'on essaie de mettre sur pied. Au niveau d'État, l'État a créé des établissements spécialisés. Ces établissements spécialisés sont là pour mettre en avant les enfants face à des activités comme ceux qui sont normaux, par exemple l'informatique. On va leur apprendre l'informatique pour ceux qui peuvent comprendre, pour ceux qui peuvent s'affairer à l'informatique. Parce qu'il y en a d'autres qui sont parfois plus intelligents ou bien plus avertis que les enfants ordinaires. Par exemple, les enfants autistes, ils sont parfois plus avancés intellectuellement que les autres et peuvent comprendre l'outil informatique par rapport à d'autres enfants considérés d'ordinaire. On va donc leur faire le b.a.-ba sur l'informatique, par exemple le code binaire et tout ça, et leur montrer comment accéder à des programmes, genre comment faire travailler sur Excel, comment créer un bulletin, donc c'est un ensemble de modules que l'État met sur pied, et la formation spécialisée, c'est là un peu plus élevé. C'est pour cela, ayant déjà eu l'adaptation, ayant déjà compris et s'étant déjà conformé à ce qu'ils peuvent faire, on va donc alors rendre ça un peu plus clair, un peu plus spécial, un peu plus professionnel, pour que ça devienne un métier. Et ce métier-là, on va le retrouver dans des secteurs tant formels qu'informels. Vous savez, dans le secteur formel, nous avons la société, la structure, c'est-à-dire la société n'a que besoin que de la tête. L'enfant atteint de maladie rare peut rester chez elle et travailler à distance par le télétravail, par exemple, où on va lui mettre un dispositif, un système, un ordinateur et tout ça. Et puis, quand elle aura ses objectifs venant de l'entreprise, qu'elle va retranscrire et elle va renvoyer à la structure, ça sera un objectif atteint par la structure. Et cette structure, en retour, peut lui donner une rémunération. Là, ça dépend. Maintenant, dans le secteur informel, il y en a, comme j'ai dit, il y en a d'autres. Par exemple, moi, j'ai pu beaucoup plus rencontrer des femmes qui ont une réduction moteur au niveau des membres inférieurs, mais au niveau des mains, elles ont des doigts en or. Elles fabriquent des tissus, elles font des colliers, elles font des sacs, elles cousent de beaux vêtements, surtout avec le tissu africain. Et ça, c'est génial, dans la mesure où on peut s'habiller à travers ces femmes-là. Et ces femmes-là sont dans le réseau, dans la chaîne même de construction économique du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tu peux couper ton micro. Du coup, je ne sais pas si les éléments de réponse ont pu aider Jeanne, mais je voudrais souligner quand même qu'il y a le Centre national des handicapés, les Touguébé, qui aussi a beaucoup d'informations et d'outils d'adaptation et d'inclusion pour les enfants en situation de handicap. Ailleurs, on a reformulé le thème en disant personnes en situation de handicap et non pas personnes handicapées, parce que tout le monde peut se retrouver en situation de handicap. Quelqu'un qui ne parle pas chinois, il se retrouve en Chine, en fait, la personne est en situation de handicap parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec d'autres. On a vu plein d'élèves dans ce cadre-là et qui étaient d'ailleurs qualifiés d'autistes, alors que c'était juste la barrière linguale. Donc, il suffit d'avoir éventuellement un interprète pour ressortir de cette situation. Donc, maintenant, quand on a un enfant véritablement qui est autiste, il faut repérer d'abord ses intérêts restreints. Et après, avec l'orthophoniste et le psychomote, le psychomotricien, savoir comment éveiller donc ses sens vis-à-vis de ces intérêts restreints-là, savoir jauger le niveau de son autisme. Est-ce que ce sont des autistes à haut potentiel dit d'Asperger ou alors c'est un autre type d'autisme qui pourrait aussi être potentialisé au niveau des intérêts restreints qui vont favoriser l'intégration de cet enfant, ou plutôt l'inclusion, parce qu'intégration, ça veut dire que
c'est la personne en situation de handicap qui doit s'intégrer dans ce que la société a prévu. Alors que inclusion veut dire que c'est la société qui doit adapter les outils pour que la personne en situation de handicap puisse vivre communément avec les autres. On a des passerelles pour les fauteuils roulants, pour les aveugles. Normalement, il devrait avoir des zones de prévention, un peu comme des petites boules là, s'ils veulent traverser la route, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, véritablement, intérêts restreints, quels sont-ils? Jauger le niveau de l'autisme et en fonction de cela, potentialiser dans ces intérêts restreints pour faciliter l'accès à ce que Charles disait tout à l'heure, quel est le métier vers lequel il peut être orienté. Architecture, informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et permettre d'ailleurs la croissance de la société. On a toujours besoin de se vêtir. Voilà l'informatique qui est le métier de l'avenir. Donc, tous ces points-là sont à bien cerner pour faciliter l'inclusion sociale de ces enfants-là. Donc, bien évidemment, le travail, c'est un travail de longue haleine. On n'est qu'au départ. Par exemple, on n'a pas encore d'AESH. Comment est-ce que ce genre d'entreprise, entre guillemets, pourrait être valorisé par notre société, dans notre contexte? Il faudrait éventuellement que l'État le prenne à bras le corps, parce que quand l'État décide de former des gens, il y a donc plus de personnes intéressées. Quand on reste uniquement dans le cadre privé, on le mentionnait déjà, la visioconférence de décembre, c'est difficile pour les gens qui vont payer très cher pour une formation de venir la promouvoir aussi à vil prix. Non, ce sera encore coûteux et on va retrouver les AESH que dans les institutions qui coûtent aussi hyper cher. Donc, militer pour que ce genre d'aide humaine ou d'outils d'adaptation puisse être valorisé par l'État et ainsi inséré dans tout type de système éducatif, de la maternelle à l'université et même dans le monde professionnel. Par exemple, dans des entreprises, valoriser le fait que s'il y a une personne en situation de handicap dans une entreprise, alors il y a certaines charges dont l'entreprise sera exonérée. Donc, il y a des petites choses comme ça et sur lesquelles on doit travailler véritablement dans notre contexte. Et je crois que avec le travail interassociation qu'on est en train de mettre en place, on aura des résultats qui feront véritablement bouger les lignes dans pas très longtemps. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions. Déjà, Jeanne, tu me dis si on a répondu à tes interrogations avant d'éventuellement faire autre chose. Merci. Non, ça a été pris en compte et puis ça m'a également édifié parce que je parlais tout à l'heure dans le cadre du projet ADO que nous voulons mettre en place aussi des petites formations. Donc, peut-être le moment venu, juste, je pourrais me rapprocher davantage de M. Onambile. Donc, merci beaucoup. D'accord, ça marche. Bon, ben, la synergie continue. Et merci beaucoup pour votre présence. On a débordé un peu le temps, mais c'est le signe que la séance d'éducation thérapeutique et sociale commence déjà véritablement à porter les fruits déjà ici avant de le faire à l'international. Et passez un excellent week-end et hâte de vous retrouver prochainement pour la séance suivante qui aura lieu au mois d'août. Et pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube Info Maladie Rare, tout en majuscule, tout au singulier et détaché. Maladie Rare sur Facebook, I majuscule, M majuscule et R majuscule. Et pareillement que sur YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page LinkedIn. Et bien évidemment, vous retrouverez tout, que ce soit pour être volontaire, bénévole, mécène, donateur, sur notre site internet dans la rubrique « Faire un don ».